Merci beaucoup, Monsieur le Recteur. Je suis heureux de vous retrouver. Merci, Monsieur le Président, de m'avoir invité aujourd'hui. Merci au professeur Troude, qui est une vieille connaissance maintenant, rencontrée sur tous les chemins des Balkans. Je suis très, très heureux d'intervenir aujourd'hui, modestement, parce que je vois beaucoup de titres universitaires autour de moi. Et alors, la mention, quand même une remarque sur la mention de cette pancarte. Colonel de l'armée française, je fus colonel de l'armée française, que j'ai quitté il y a déjà 26 ans. Donc je tiens à le dire parce que je ne m'exprime qu'en mon nom, et évidemment pas au nom de l'armée française, voilà, que j'aime beaucoup par ailleurs et qui reste ma famille, dans tous les sens du terme. Très honoré aussi de parler juste après Madame l'ambassadeur de Bosnie-Herzégovine, parce que je connais aussi un petit peu la Bosnie-Herzégovine, où j'étais il n'y a pas très longtemps, en Republika Srpska en particulier, et que nous avons voilà, des liens d'amitié. Voilà. La question posée modestement, et je vais regarder de façon à ne pas dépasser le... Mais faites-moi signe, s'il vous plaît, parce que quand j'ai du mal à démarrer, mais quand j'ai démarré, je peux être trop bavard. Évidemment, la question posée, c'est cette province du Kosovo, devenue, qui a subi la guerre de 1999. Je rappelle 78 jours de bombardement, du 24 mars au 10 juin 1999, pour être finalement séparée de la Serbie. Alors c'est un État, en tout cas de fait aujourd'hui. Est-ce que c'est un État de droit? On va en reparler. Mais c'est un État de fait, puisqu'il y a officiellement, non reconnu par l'ONU et un certain nombre d'États dans le monde, d'ailleurs croissant, parce que des États, en particulier des petits États, des États africains, entre autres, qui avaient commencé par reconnaître l'indépendance du Kosovo en 2008, sont revenus sur cette reconnaissance et ont décidé de ne plus reconnaître le Kosovo comme État indépendant. Mais cet État de fait, est-il un État ou est-il un non-État, finalement? Le paradoxe, c'est que une partie de l'Union européenne, dont on a parlé tout à l'heure, une partie de l'Union, enfin l'Union européenne en tant que telle, Bruxelles, je dirais, et un certain nombre d'États reconnaissent l'indépendance du Kosovo, reconnaissent la République du Kosovo, tandis qu'une autre série d'États européens appartenant à l'Union européenne ne reconnaissent pas l'indépendance de la République du Kosovo. Parmi eux, il y a, je les note toujours parce que, pas d'en oublier, il y a évidemment l'Espagne en premier lieu, il y a Chypre, il y a la Grèce, il y a la Slovaquie et la Roumanie. 5 États de l'Union européenne, donc, ils ne reconnaissent pas le Kosovo. Alors bien entendu, il y a d'autres États, et non des moindres dans le monde, qui ne reconnaissent pas le Kosovo. Il y a bien sûr la Chine, la Russie, on peut en parler longtemps, et d'autres pays comme la Géorgie, la Moldavie, et bien entendu la Serbie, puisque le drame du Kosovo est ce qui fait que cette question est une épine plantée, à mon avis, dans la question de la réalisation de l'Union européenne, une épine sévère plantée dans le talon de la construction européenne. Le Kosovo, pour la partie serbe, c'est un peu, comme disait le professeur et ambassadeur Dusan Batagovic, c'est notre Jérusalem, à nous Serbes, disait-il. C'est le concentré, alors un personnage que j'aime beaucoup, qui est M. Mihailovic, M. Ljubomir Mihailovic, dit c'est le cœur de l'identité spirituelle serbe. Et on le voit bien d'ailleurs quand on va même en Bosnie-Herzégovine ou ailleurs, partout où il y a une communauté serbe, on voit bien que cette question du Kosovo est centrale pour l'identité, pour l'histoire, pour le patrimoine, parce qu'il faut bien aussi parler de ce patrimoine qui est parfois en danger. On voit bien que le Kosovo est une question centrale, non seulement dans les Balkans, mais pour l'Union européenne aujourd'hui. Et j'en veux pour preuve les nombreuses pressions que font les États-Unis d'Amérique, dont il ne faut pas oublier que c'est quand même la puissance tutélaire,
qui donne un peu la direction générale à l'Union européenne. Enfin, c'est mon avis, mais on peut en discuter, bien entendu. Avec son bras armé, l'OTAN, qui intervient toujours quand il faut intervenir militairement. C'est le cas, d'ailleurs, actuellement au Kosovo, où subsiste une force qui est la KFOR, construite dès l'intervention alliée en 1999 au Kosovo, à laquelle j'ai appartenu, et qui se veut un facteur d'équilibre et de paix dans une province ou dans une république, selon le point de vue duquel on se place, qui est en permanence menacée par les violences. Et on le voit bien, chaque année apporte son lot de violences et de confrontations plus ou moins fortes entre la communauté albanaise, alors je suis d'accord avec le professeur Tout, qui a diminué en nombre, certainement parce qu'il y a eu énormément de départs de Kosovars. Quand je dis Kosovars, ce sont les Albanais du Kosovo, énormément de départs vers en particulier l'Union européenne, la Suisse également, mais il reste bien entendu une majorité lourde et forte aujourd'hui de citoyens du Kosovo qui sont d'origine albanaise, face à une minorité serbe qui a eu tendance à décliner, et pour cause, parce que depuis 1999, ça avait même commencé avant, mais à partir de 1999, j'ose employer le mot politiquement incorrect de nettoyage ethnique, qui a fonctionné au Kosovo à l'encontre de la population serbe. Ce sont des centaines de milliers de Serbes qui sont partis, et aujourd'hui il reste, selon les études, parce que c'est quand même très difficile à donner avec précision, il reste centaines de milliers ou 120 000 peut-être Serbes au Kosovo. Il y en avait bien davantage, il y avait peut-être 5 ou 6 fois plus il y a 20 ans ou 25 ans. Alors le Kosovo, quand même un mot, et je parle sous le contrôle du recteur Gérard-François Dumont, qui est un éminent démographe. Le problème du Kosovo, quand même, au départ, c'est un problème de démographie. C'est-à-dire qu'on a vu arriver un certain nombre de facteurs déterminants. Les familles serbes, de par la dureté des temps, et puis parce que c'est un peu, hélas, la constante dans tous les pays chrétiens aujourd'hui, on a moins d'enfants. On fait moins d'enfants, selon cette formule un peu vulgaire, mais qui dit bien les choses comme elles sont, 2 à 3 enfants par famille, alors que, bien entendu, les familles albanaises de confession souvent musulmane, pas toujours, je dirais 90%, 10% de chrétiens, avaient des familles beaucoup plus nombreuses. On comprend très bien qu'en 1, 2 ou 3 générations, le déséquilibre se fait de manière presque définitive. Alors le Kosovo, les événements, il y en a, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y en a tout le temps. Les derniers en date, ça remonte au mois de septembre, avec une action paramilitaire commando dénoncée par Albin Kurti, qui est le Premier ministre en titre du Kosovo aujourd'hui, son président étant en prison à La Haye pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité, Hashim Thaçi, qui a nécessité le renfort de l'OTAN tout de suite d'un bataillon britannique à 600 hommes, qui a nécessité une mise en garde sévère des USA, des États-Unis, pardon, excusez-moi cet anglicisme, mise en garde sévère des Américains au président Vučić et au gouvernement serbe, qui avait commencé à mobiliser l'armée serbe à la frontière nord du Kosovo, qui a nécessité une mise au point du général Milan Mosilović, qui est le chef d'état-major de l'armée serbe, pour dire non, on prend des mesures préparatoires s'il fallait intervenir pour protéger la minorité serbe dans le nord du Kosovo. Alors ce nord du Kosovo, je le connais bien parce que c'est le nord de la rivière Ibar, si vous voulez, qui coupe Kosovska Mitrovica en deux et qui fait une espèce de frontière naturelle entre la plus grosse enclave serbe aujourd'hui restante au Kosovo, qui est la partie nord du Kosovo, au nord de l'Ibar, et la partie majoritairement, très majoritairement albanaise au sud de l'Ibar.
Cette action d'un commando paramilitaire serbe en tenue militaire a été dénoncée comme une volonté du président Vučić de déstabiliser le pouvoir en place à Pristina. Il a évidemment démenti. Mais ce qu'on voit, c'est que, en fait, c'est la montée, ce qui est plus grave à mon avis, à mon sens, mais on peut en discuter, c'est la montée d'une exaspération croissante de la population serbe du Kosovo, qui est quand même victime, il faut le dire, de toutes les méchancetés et exactions du gouvernement central de Pristina. Je prends par exemple les affaires de droits de douane dont on parlait, qui était l'objet d'une volonté du gouvernement de Pristina d'être taxé à 100%, tout produit venant de la Serbie. Or, la Serbie et le Kosovo, le lien, je dirais, le flux économique est essentiel, à l'un comme à l'autre d'ailleurs. Mais cette mesure était évidemment destinée à punir les Serbes, entre guillemets, du Kosovo. Ensuite, il y a eu l'affaire des plaques d'immatriculation de véhicules. Il y a eu l'affaire des mairies au mois de juin, donc l'élection municipale. La minorité serbe a décidé de boycotter en fait ces élections municipales. Alors à Leposavić, par exemple, au nord dans cette partie nord du Kosovo, peuplée très majoritairement de Serbes, on a vu, par exemple, il y a aussi l'exemple de Sečan et toutes les municipalités du nord, on a vu des maires albanais prendre possession d'une mairie avec 2 assesseurs, et puis au milieu d'une marée de Serbes en train de hurler leur colère, en fait. Donc, là, ça a nécessité une condamnation, ça a provoqué une condamnation plutôt de l'Union européenne, très ferme, une mise en garde vis-à-vis du Premier ministre Albin Kurti, en disant que franchement, il dépassait les bornes, et qu'on ne pouvait pas imaginer que des municipalités, qui est vraiment la démocratie locale la plus directe, soient aux mains d'Albanais quand ils représentent, là sur place, 0,1% de la population. Hein. C'est pas tout à fait conforme aux règles démocratiques de l'Union européenne et à la représentation populaire. Voilà, donc, si vous voulez, ce Kosovo, il est mal parti. Il est sous perfusion de l'Union européenne et des organismes internationaux, des bailleurs de fonds internationaux. Il faut rappeler aussi qu'il n'est pas exempt d'une certaine pénétration du radicalisme islamique. Quand les événements du Proche et du Moyen-Orient sont survenus depuis la guerre en Syrie en 2015 en particulier, le Kosovo détient le record de pourcentage par rapport à sa population de combattants, de djihadistes engagés au Proche-Orient pour lutter contre les gouvernements en place, que ce soit la Syrie, l'Irak, etc. Donc il faut rappeler ça parce que c'est quand même important, et un peu comme en Bosnie-Herzégovine, on voit bien qu'il y a une volonté de certains pays arabes en particulier et musulmans de mettre leur empreinte sur le Kosovo. Kosovo, c'est un paysage magnifique, c'est un paysage, je dirais, c'est un paysage de collines. Alors Kosovo et Metochi, parce qu'on oublie aussi de parler de la Metochi. La Metochi, c'est la moitié du Kosovo d'aujourd'hui, et qui est terre d'église. Et vous avez une concentration de monastères et d'églises plus anciens les uns que les autres, qui constituent un patrimoine considérable, avec un patrimoine de l'humanité. Il y a quelques années, le Kosovo a voulu adhérer à l'UNESCO. Alors, le Kosovo n'étant pas à l'ONU, n'a pas pu adhérer à l'UNESCO en finale, et heureusement, mais ça veut dire quand même qu'il y a une menace sur le patrimoine. Parce que du passé, faisons table rase, ça c'est une tentation que l'on voit actuellement au Haut-Karabakh avec le comportement des forces d'Azerbaïdjan. Et on peut penser, parce qu'on l'a vu également au Kosovo, que ça n'est pas fini. Des monastères du 10e, du 11e, du 12e siècle, ravagés, brûlés, démantelés, pierre par pierre, pour effacer toute trace de la présence serbe et chrétienne au Kosovo. Alors, vous me direz, dans ce paysage que je viens de brosser, c'est quand même pas très encourageant, pas très
Que peut-il se passer? Alors il y a la voie de l'Union européenne, elle a été évoquée tout à l'heure, mais encore faut-il que l'Union européenne ait une attitude volontariste et claire vis-à-vis de ces États réels ou supposés. Il y a un problème majeur quand même qui est la résolution 1244, dont il faut rappeler qu'elle est toujours en vigueur. Et cette résolution 1244, je l'ai là et je tiens à quand même citer par exemple l'article 4 confirme qu'une fois ce retrait achevé, je parle de la force internationale au Kosovo en 1999, qu'une fois ce retrait achevé, un certain nombre convenu de militaires et de fonctionnaires de police yougoslaves et serbes seront autorisés à retourner au Kosovo pour s'acquitter des fonctions prévues à l'annexe 2. L'annexe 2 étant l'adhésion de la République fédérale de Yougoslavie à l'époque, etc., au processus. Un peu plus loin, il s'agit de démilitariser l'armée de libération du Kosovo, la LK, et les autres groupes armés d'Albanais du Kosovo, comme le prévoit le paragraphe 15. Je peux vous dire, puisque j'étais sur place, que ça évidemment n'a pas été fait, et que c'était impossible à faire, sauf par la contrainte, et ça ne rentrait pas dans les plans de l'OTAN, évidemment, à l'évidence. On peut se poser après un certain nombre de questions. Bon, article 10, une administration intérimaire dans le cadre de laquelle la population du Kosovo pourra jouir d'une autonomie substantielle au sein de la République fédérale de Yougoslavie. La République fédérale de Yougoslavie, à l'époque, étant composée de la Serbie et du Monténégro. Voilà. Les conventions internationales ayant admis que la République de Serbie était l'héritière, en fait, de la République fédérale de Yougoslavie. Voilà, donc simplement pour vous dire qu'il y a une résolution 1244 qui évidemment n'est absolument pas respectée. Alors l'ONU ne l'a pas, elle est toujours valable, mais elle n'est pas appliquée. L'Union européenne fait semblant de ne pas voir cette résolution 1244 parce qu'elle est très gênante. Si elle devait être appliquée, ça nécessiterait le retour de l'état de droit serbe au Kosovo, avec déploiement de la police, de l'administration, de l'armée, etc. Tout le contraire de ce que l'Union européenne s'emploie à faire depuis 2008 maintenant, depuis la date officielle de l'indépendance autodéclarée de la République du Kosovo. Donc on est dans une situation complexe, très complexe, avec des monastères et des enclaves qui vivent un peu comme des assiégés aujourd'hui. Je prends le monastère par exemple de Dečani, dans le centre du Kosovo, près de Prizren, qui est aujourd'hui l'objet de Peć, pardon, qui est aujourd'hui l'objet de nombreuses attaques permanentes, de volonté légale, entre guillemets, de spoliation, c'est-à-dire qu'on nationalise les terres du monastère pour en restreindre la surface et les possibilités de vie, puisque ces malheureux moines vivent de leurs produits de la terre. Et donc on assiste à ce que j'appelle moi une injustice flagrante et majeure. Alors quel est l'état d'esprit d'un certain nombre je ne veux pas parler pour eux parce que je ne parle qu'en tant qu'ancien officier de l'armée française qui a vécu ces heures dramatiques et dont je ne suis pas fier, je dois l'avouer. Que peut-il se passer? Moi je pense que rien n'est jamais définitif. Je veux dire par là, prenons un exemple, le contexte n'est pas le même, les circonstances ne sont pas les mêmes, mais prenez un exemple, moi je suis d'une famille lorraine qui a très mal supporté l'occupation allemande de 1871 à 1918. Mon grand-père fait Saint-Cyr pour libérer la Lorraine. En 1918, elle a été libérée et depuis, elle est française. Donc il y a 50 ans, pratiquement 50 ans, ça doit faire 48 ou 49 ans, d'occupation allemande en Lorraine. Et aujourd'hui, ça n'a laissé que de mauvais souvenirs, mais on est passé à autre chose. Et puis, on a fait la paix avec nos voisins allemands, Dieu merci. Et puis. Le Kosovo, il y a une réalité aujourd'hui qui est démographique, ethnique et démographique. C'est incontestable.
il y a une énorme majorité albanaise, même si elle a commencé à diminuer parce que le Kosovo ne vit pas de son économie, ou alors c'est une économie grise ou parallèle. C'est un vrai problème, mais le Kosovo a une minorité serbe qui se sent chez elle, qui a été encore une fois bousculée, victime d'un nettoyage ethnique considérable, volontaire et organisé, qui se poursuit. J'ai été témoin, moi, de scènes dramatiques de vieillards serbes, oui, je termine, assassinés parce qu'ils ne quittaient pas assez rapidement leur ferme, leur appartement, pour en remettre les clés aux Albanais qui venaient les réclamer. Donc ma conclusion, elle va être rapide parce que je sens que je déborde, mais je vous avais prévenu. Merci de me rappeler. La conclusion pour moi, quel peut être l'avenir? Je vais vous dire, je fais un lien avec l'actualité internationale considérable qui est en train de se passer sous nos yeux. Je fais un lien avec cette guerre d'Ukraine dramatique qui est en train à mon avis, de commencer à se terminer. Peut-être faute de combattants côté ukrainien, d'ailleurs c'est un vrai sujet qui n'aurait pas dû exister, cette guerre n'aurait jamais dû exister, mais je pense qu'elle va modifier considérablement la face du monde. Et je pense que s'il y a un vaincu en Ukraine aujourd'hui ou demain, très bientôt, c'est l'OTAN. Et personnellement, en tant que Français, en tant qu'amoureux de la France et de l'Europe, je m'en félicite. Je pense que l'OTAN est un outil de guerre qui répand désolation et destruction et mort. Et je pense que le vrai problème du Kosovo aujourd'hui, c'est de se débarrasser de l'OTAN. Pour que les gens qui se parlaient hier, qui vivaient ensemble hier, qui avaient des relations dans le cadre de la République fédérale de Yougoslavie de l'époque, qui avaient des relations normales, les retrouvent. Voilà, c'est un vœu peut-être un peu idéaliste, mais c'est ma conclusion, et je vous remercie de votre patience et de m'avoir écouté.